Nous sommes en 1854. En plein cœur de l'Alsace, dans le hameau d'Échéry, juste à proximité de la petite ville de Sainte-Marie-aux-Mines, André-Charles Grus est tailleur de pierre. Alors que l'hiver est rude dans cette région de l'Est de la France, une famille italienne frappe à la porte du jeune artisan. Les Martinetti sont saltimbanques. Ils cherchent à se réfugier pendant quelques mois avec leurs chevaux et caravanes. Le tailleur de pierre fait alors la rencontre de Maria Martinetti, la fille du propriétaire du cirque. Au fil des soirées au coin du feu, il tombe amoureux de l'écuyère et décide, à la fin de l'hiver, de repartir sur les routes avec eux. On raconte même que le couple s'aventura jusqu'en Chine pour y présenter son spectacle. 170 ans plus tard, la famille Grus n'a rien perdu de cet héritage et de cette folie qui fait encore aujourd'hui vibrer le cœur de ses spectateurs. Genèse, le podcast de la création présenté par Oscar Chedemois. Bonjour Charles Grus. Bonjour Oscar, merci de m'inviter sur votre podcast. Merci à vous d'être présent pour cet épisode de Genèse. Vous êtes issu de la 6e génération de la famille Grus. Vous êtes le petit-fils d'Alexis Grus, une figure du monde du cirque et du dressage équestre. Nous allons dans cet épisode parler de tradition équestre, d'héritage familial et de cette vie un peu particulière qui est la vôtre. Vous nous accueillez aujourd'hui à Béziers. C'est ici que votre compagnie pose chaque année à la période estivale ses valises. Vous êtes ici chez vous finalement. Alors oui, ça fait la 4e année qu'on arrive à Béziers. On a été reçus ici d'une manière exceptionnelle. Les gens sont très chaleureux. On a énormément de monde qui vient voir nos spectacles pendant l'été. Donc c'est vraiment le rendez-vous pour voir la famille Grus en été, c'est à Béziers. Et on a hâte de commencer cette saison. Le 6 juillet, c'est ça ? Le 6 juillet, on a 3 semaines d'installation. Là. 6 juillet 2024. Je vous propose que l'on revienne un peu dans le temps, aux origines des spectacles équestres, puisque votre famille, finalement, en a fait sa spécialité, cet art équestre. Ils apparaissent au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, c'est ça ? Absolument. Donc, fin 18e, c'est un cavalier militaire anglais qui s'appelle Philip Astley, qui a été, au moment où il a été réformé, il a voulu faire du spectacle. Donc, il a créé un espace scénique rond de 13 mètres de diamètre pour pouvoir présenter des prouesses équestres avec ses chevaux devant des spectateurs. Donc, ça a été créé en Angleterre à cette époque-là. Ensuite, c'est vraiment en France où ça s'est développé. Au moment du Premier Empire, c'est la famille Franconi qui a pris le relais de Philippe Astley. Et à l'époque, c'était vraiment des superstars. Tout Paris connaissait la famille Franconi. Il y avait vraiment beaucoup d'admiration pour le travail équestre. Et nous, on est vraiment les héritiers de tout ce travail qui vient de ces cavaliers militaires. Et quelle valeur avez-vous gardé de ces premiers spectacles ? Alors, tout d'abord, il y avait vraiment un côté gracieux, élégant. Le côté militaire aussi, il y avait beaucoup de rigueur dans ce travail-là. Et c'est ce qu'on essaie de garder. Quand on crée des spectacles, on aime bien aussi s'inspirer des vieilles gravures de l'époque où il y a des belles écuyères sur des chevaux comme ça. C'est vraiment une esthétique aussi qu'on essaie de garder, tout en essayant vraiment de se moderniser toujours. Mais chez nous, il y a toujours ce doux mélange entre conserver la tradition et évoluer avec notre temps. Et c'est vraiment aussi cet esprit créatif qui fait qu'on est une famille très dynamique et qu'on peut créer des spectacles comme ça chaque année. Tout au long de l'histoire, le cheval est resté finalement un fidèle compagnon de l'homme, que ce soit, on en parlait sur les champs de bataille militaires, que ce soit dans les champs. Quelle relation avez-vous avec cet animal, votre famille, mais vous aussi personnellement, Charles Grus ? Alors, moi, je suis le premier à dire que la relation entre l'homme et le cheval, c'est quelque chose de très, très enrichissant. Chez nous, on dit toujours que les chevaux font partie de la famille. C'est un vrai plaisir chaque matin de se lever pour aller s'en occuper. Donc, le confort du cheval et son bien-être, ça c'est au cœur de notre emploi du temps, de notre façon de travailler. Et ouais, c'est vrai que les gens disent souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Moi, je préfère dire que c'est le cheval parce que ça fait 3000 ans qu'on a une relation privilégiée avec cet animal. Et vraiment, on arrive vraiment à créer des relations privilégiées entre nous et les chevaux de l'écurie. C'est vraiment, pour nous, c'est des partenaires. Quand on fait de l'acrobatie à cheval, c'est le porteur et le voltigeur. Le cheval, c'est le porteur, nous, on est les voltigeurs. C'est vraiment une relation de complicité. Les
les deux mots qui viennent en tête pour notre travail avec les chevaux, c'est le respect et la confiance, qui doivent être réciproques entre nous et le cheval. Mais ce qui est bien avec le cheval, c'est que ça va être d'abord à nous de lui donner. Il faut lui montrer qu'on a confiance en lui et lui donner du respect pour qu'ensuite il nous le donne. Donc ça fait aussi garder de l'humilité. Oui, parce que ces chevaux, ils naissent avec vous, vous les achetez. Comment ça se passe? Quelle est leur histoire? Alors, nous, on achète les chevaux quand ils ont entre 3 et 4 ans. Parce qu'on ne fait pas d'élevage, puisque ça demande une infrastructure particulière et du temps. Donc, on achète les chevaux quand même très jeunes. Et ensuite, on fait la formation de A à Z. On fait le débourrage. Donc, ça, c'est toujours une partie un petit peu intéressante, parce que c'est le moment où on découvre un petit peu le caractère du cheval. Qu'est-ce que ça signifie, le débourrage? Le débourrage, c'est quand on monte sur le dos du cheval pour la première fois et qu'on lui apprend à accepter un cavalier sur le dos. Ok. Donc, des fois, c'est très mouvementé. Ça s'apparente à du rodéo. Mais bon, on a quand même le savoir-faire pour ne pas prendre de risques. Et des fois, on monte sur un cheval et il est tout de suite calme. C'est ça, la première relation entre l'homme Ouais. et l'animal. Et ensuite, chez nous, ça s'apparente à de l'artisanat. Que ce soit dans la création du spectacle ou la formation des chevaux. On fait tout en famille. Et c'est vraiment des tout premiers moments où on crée une complicité avec le cheval jusqu'à la fin de sa vie. C'est nous qui faisons tout. Ok. Quelles sont les compétences d'un bon cheval de spectacle? Comment vous pouvez déterminer qu'un cheval est fait pour se produire ensuite sur la piste du cirque Alexis Grus? Alors, la particularité chez nous, c'est que tous nos chevaux sont entiers. Ce sont des étalons. Donc, c'est des chevaux qui ont énormément de tempérament. On n'a pas de juments, justement, pour pas que, quand les juments ont les chaleurs et tout, nos étalons ne soient pas perturbés. Mais le fait de ne pas castrer nos chevaux, ça leur laisse vraiment toute cette vitalité et toute cette allure qui fait que nos chevaux en spectacle ont cette majesté et ont vraiment ce côté impressionnant. Et quelles sont les disciplines que l'on peut retrouver, qui sont les disciplines phares peut-être que vous exercez ici dans cette compagnie Alexis Grus? Alors, chez nous, on a 3 disciplines de prédilection. Donc, c'est le travail en liberté, où il y a un écuyer au milieu de la piste avec une chambrière. La chambrière, c'est une longue cravache avec une lanière en cuir au bout qui permet de faire une chorégraphie aux chevaux. Aussi de leur apprendre à marcher en étant debout, donc c'est-à-dire cabré sur leur postérieur. Donc ça, c'est tout un travail où on leur apprend à garder l'équilibre. Donc une fois qu'ils sont cabrés et qu'ils marchent debout, en fait, ils ne forcent pas parce que c'est un travail d'équilibre. Donc le travail en liberté, ensuite le dressage, qui est aussi appelé haute école, où là, le cavalier est sur la selle sur le cheval et il lui fait faire différentes figures. Et ensuite, quelque chose qui est vraiment spécifique chez nous, c'est la voltige équestre. Donc ça s'appelle la voltige jockey, où on monte, ça se présente avec des chevaux de trait, où on monte debout sur leur dos et on fait plein de figures acrobatiques. Donc des chevaux de trait qui sont bien plus imposants. Quelles sont les différentes races? Donc ces chevaux de trait bien plus imposants, qui sont des percherons par exemple, qui sont d'origine française, je crois. Alors nous, on n'a pas de percherons parce que c'est des chevaux vraiment très hauts. Oui. On a des comtois et des cobs normands. Donc D'accord. c'est des chevaux qui sont assez massifs, mais qui sont un petit peu plus petits. D'accord. Il faut savoir aussi que dans nos figures, on fait des sauts à cheval et des sauts debout, donc c'est-à-dire que le cheval galope sur la piste, et nous, on prend l'élan, et du sol, on saute, et on arrive debout sur la croupe du cheval. Donc là, il faut un cheval robuste pour supporter le poids, donc avec les chevaux de trait, il n'y a aucun souci. Mais s'ils sont trop hauts, c'est une contrainte qu'on se rajoute qui n'est pas nécessaire. Et sinon, il y a des chevaux plus fins, plus athlétiques, qui sont, je crois, d'origine ibérique. Bon, alors chez nous, on a plein de races de chevaux différentes. Justement, comme ça, en fonction de leur morphologie, ça donne de la variété au travail. Les chevaux ibériques, c'est parfait pour le dressage. Parce qu'en plus, au niveau de leur génétique et tout ça, c'est des chevaux qui ont des belles allures. Donc, pure race espagnole, lusitaniens, qui viennent du Portugal. Et on a aussi des pur sang arabes. Donc ça, c'est des chevaux encore plus petits, qui sont plus agiles. Et là, c'est pour faire du travail en liberté et des chorégraphies. En plus, ils ont un petit côté malicieux, très dynamique. Donc, c'est vraiment toute cette multitude de races de chevaux qu'on a qui donne cette palette de couleurs et de différences dans nos spectacles. Oui, avec un véritable travail de dressage, d'éducation. Le travail effacé par le travail. C'est une phrase, je crois, de votre grand-père, Alexis Grus, qui est encore peut-être un dicton phare, la devise de votre famille. Absolument. Quand les gens viennent voir nos spectacles et qu'ils nous disent qu'ils ont l'impression que c'est facile, alors que nous, ça nous a demandé des années d'entraînement, ça illustre bien cette phrase.
En fait, c'est ce qui nous différencie des sportifs de haut niveau. Parce que nous on va présenter des prouesses physiques, mais tout ce côté artistique, ce côté poétique qu'on va ajouter, ça va donner ce côté onirique qui donne cette impression de facilité. Ça va venir effacer l'effort, quoi. C'est ça. Et plus le numéro va être maîtrisé, plus ça va donner l'impression qu'on le fait facilement et sans forcer. C'est sans doute aussi ce qui fait le succès de votre compagnie. On le doit en grande partie grâce à votre grand-père, Alexis Grus, notamment au cours des années 1970, pendant lesquelles il va affirmer son savoir-faire à l'échelle nationale et faire de son cirque un succès. Nous sommes en 1974. Le monde du cirque bat de l'aile. Le cirque de la famille Grus ne possède plus qu'une dizaine de membres et se porte mal. Mais pour Alexis, qui a tout juste 30 ans, le spectacle ne doit pas perdre en qualité et le jeune circassien cherche à revenir sur le devant de la scène. C'est une rencontre avec Sylvia Montfort qui va complètement changer les choses. La comédienne et directrice de théâtre invite la famille Grus à venir à Paris pour présenter son spectacle. C'est le déclic. Alexis Grus décide de s'installer définitivement dans la capitale et crée le cirque à l'ancienne. Ce dernier remporte alors un franc succès auprès du public et deviendra même, quelques années plus tard, cirque national sous le ministère de Jack Lang. Charles Grus, alors aujourd'hui, vous êtes soit à Paris une grande partie de l'année, et ici, à Béziers, sur la période estivale. Pourquoi choisir d'être sédentaire et de ne pas être itinérant, comme d'autres cirques le font encore aujourd'hui, ou même comme d'autres artistes qui font des tournées à travers le territoire? Alors, l'époque de l'itinérance des cirques, en fait, c'était une époque où c'était adapté au mode de consommation de spectacles du public. C'était à l'époque, les cirques allaient dans les villes pour que les gens puissent assister au spectacle. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on n'a plus besoin de se déplacer parce qu'il faut savoir que c'est très très contraignant de tout démonter, de transporter son matériel et les chevaux pour aller monter quelque part d'autre. Donc nous, on a décidé de se sédentariser au maximum pour justement enlever cette contrainte et avoir un confort de vie un peu plus calme, sachant qu'on travaille vraiment énormément nous, sur la création de spectacles et sur le développement de notre entreprise. Donc on a préféré mettre l'accent sur le fait d'avoir une belle infrastructure qui reste longtemps au même endroit, plutôt que d'avoir quelque chose de plus petit et qu'on déplace régulièrement. Donc c'est vraiment un côté pratique qui est dû à une remise en question de notre manière de travailler et aussi s'adapter au mode de fonctionnement du public. D'accord. Et quand vous ne vous produisez pas ici, à Béziers ou bien à Paris, que faites-vous? Comment s'organise le reste de l'année chez la compagnie Alexis Grus? Donc entre Paris et Béziers, on retourne à notre résidence familiale, qui est un parc de 12 hectares, où on reste pendant 3 mois là-bas. Et c'est un parc où on a la place de mettre les chevaux dehors, donc les chevaux prennent un peu l'air. C'est un moment où on lève un petit peu le pied, parce qu'on n'a pas besoin d'accueillir les spectateurs tous les jours. Et c'est aussi là où on se pose pour bien réfléchir à nos créations et faire un travail aussi de profondeur sur la création de spectacles. Oui, parce que vous ne prenez pas vraiment de vacances finalement. Pas beaucoup. Non, parce que à cause des animaux ou grâce aux animaux entre guillemets, parce que j'imagine qu'il faut s'en occuper toute l'année. C'est ça, avoir 50 chevaux, moi je trouve que c'est formidable, mais après c'est une contrainte. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une logistique pour le confort du cheval, et puis aujourd'hui on s'entoure de personnes qualifiées aussi pour nous aider pour l'entretien des chevaux. Et après, le fait de ne pas avoir beaucoup de vacances, pour nous c'est pas problématique, parce que moi j'ai beaucoup de gratitude d'être né dans cette famille, d'avoir un métier qui me passionne, et même si c'est très exigeant, pour moi c'est que du bonheur. J'ai une reconnaissance exceptionnelle pour ça. Donc partir en vacances tous les mois, c'est pas forcément un de mes objectifs. C'est ça, la passion qui prime avant tout. Quel est le déroulement d'une journée typique, par exemple la vôtre habituellement, quand vous n'avez pas à installer, à vous déplacer, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous entraînez? J'imagine que c'est un peu un cadre de vie presque très strict, tel un athlète de haut niveau. Oui, absolument. Donc, je peux vous raconter une journée type avec un spectacle en fin de journée, le soir, comme on va avoir tout l'été à Béziers. Donc, nous, on commence toujours à 7h30, on est aux écuries. Donc, ça commence par un entretien des chevaux.
on les nourrit, on prend soin d'eux. Ensuite, on les prépare pour l'entraînement. Et toute la matinée, jusqu'à midi, c'est la formation des chevaux. Donc, chacun leur tour, on leur fait travailler ou des nouveaux numéros pour les prochains spectacles, ou l'entretien de ce qu'ils font dans le spectacle actuel. Ensuite, après la pause déjeuner, là, c'est le moment de l'entraînement de voltige. Donc, d'abord, il y a tout un moment où on a un conditionnement physique. On fait du fitness parce qu'il faut que nos corps soient robustes, que ce soit la musculation, les étirements et tout ça. On a vraiment un programme d'entraînement similaire à celui d'un sportif de haut niveau. Donc, il y a la préparation physique. Ensuite, les exercices de voltige. Ça dure à peu près 2 heures. Et après ça, on va tout préparer pour pouvoir accueillir le public en fin de journée. Parce qu'en plus d'être des artistes, on est toute une famille qui gère une entreprise. Donc, il faut gérer le personnel, il faut s'occuper que tout soit prêt. Donc, ça c'est toute la fin d'après-midi. Et ensuite, on va se préparer pour accueillir le public et faire le spectacle le soir. Oui, c'est ça, parce que Ouais. vous accueillez aussi le public, vous n'êtes pas seulement sur scène. C'est ça. À Béziers, par exemple, on ouvre à 19h. Maintenant, c'est vraiment développé. On propose de la restauration. Donc, les gens viennent dîner. On les accueille. Ensuite, il y a de la musique live. On est présent pour accueillir les spectateurs. Moi, j'accueille les gens à cheval. Mon père est présent, qui raconte la soirée. Il y a déjà plein d'animations pour le moment du dîner. Et ensuite, à 21h, c'est notre grand spectacle de 1h30 où on va pouvoir vraiment voir tous nos savoir-faire à l'œuvre. C'est ça. Et l'un de vos savoir-faire, en tout cas à vous, Charles Grus, c'est le jonglage à cheval, il me semble. Quand est-ce que vous avez commencé à vous y entraîner, à l'apprendre, cette discipline ? Alors, le jonglage à cheval, avant d'être prêt à pouvoir le présenter sur la piste, ça prend des années. Donc, moi, j'ai commencé vers 7-8 ans à apprendre à jongler, tout d'abord. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a appris. Ensuite, j'ai dû apprendre vraiment toutes les bases de la voltige. Donc, apprendre à monter à cheval, ensuite apprendre à tenir debout sur le dos du cheval, apprendre à garder l'équilibre. Parce qu'en fait, il faut que pour pouvoir jongler sur un cheval, il faut avoir des automatismes au niveau du jonglage et des automatismes au niveau de la voltige pour pouvoir faire les deux en même temps. Donc ça, c'est la seule méthode, c'est s'entraîner pendant plusieurs années. Il faut savoir que mon père, c'était le meilleur jongleur à cheval du monde pendant des années. Il a gagné des prix, il a gagné le prix du Festival du siècle de demain quand il était jeune. Et donc, il nous a retransmis cette discipline à moi et mon frère jumeau, Alexandre. Le fait qu'on soit jumeaux, on a vraiment développé une belle complicité tous les deux. Et on a repris la discipline que notre père nous a transmise et on l'a encore fait évoluer. Car le fait qu'on soit deux, on a pu faire des choses en synchro, se passer les massues d'un cheval à l'autre et tout ça a vraiment donné encore une autre dimension à ce numéro-là. Et dans cette discipline du jonglage à cheval, on retrouve le côté équestre qui vous vient de votre grand-père, Alexis Grus, mais aussi la part saltimbanque, entre guillemets, avec le jonglage qui vous vient de votre grand-mère, Gypsy Grus, qui vient de la famille Bouglione, une autre famille de cirque que l'on connaît notamment avec le cirque d'hiver à Paris. Absolument. Donc, le sang qui coule dans mes veines, il vient de deux grandes familles de cirque, la famille Grus et la famille Bouglione. Donc, peut-être que ça m'a aidé pour atteindre le haut niveau, je ne sais pas. Mais le jonglage à cheval, ça illustre parfaitement la fusion entre les arts saltimbanques, que ce soit jonglage, acrobatie, et l'art équestre. Donc, c'est vraiment cette fusion des deux. Et je trouve que c'est une belle allégorie de ça, le jonglage à cheval. La formation que vous apprenez ici, qui est la vôtre dans votre famille, elle est réservée à la famille Grus, ou bien il y a d'autres personnes qui arrivent, qui sont issues d'écoles de cirque ou d'autres milieux, qui peuvent arriver et dire bah, moi j'ai envie d'intégrer la compagnie, ou bien c'est seulement votre famille? Alors, en 74, quand Alexis s'est installé à Paris avec son petit cirque familial, grâce à Sylvia Montfort, c'est à cette époque-là où vraiment notre savoir-faire a été reconnu dans toute la France et auprès du public parisien. Alexis Grus a créé la première école de cirque en France. Et donc, il avait vraiment à l'époque pour but de transmettre notre savoir-faire, de pouvoir ouvrir vraiment les portes de ce milieu qui était avant très fermé. Donc, il a été vraiment précurseur là-dedans. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de cirque qui s'ouvrent un petit peu partout. N'importe qui a vraiment la volonté peut devenir un bel artiste. Mais nous, on a décidé
depuis quelques années, de vraiment se recentrer sur la famille, mettre en avant notre identité artistique et le côté familial dans nos spectacles. Donc aujourd'hui, à part pour quelques événements spécifiques, on n'engage pas d'artistes extérieurs pour nos spectacles. On met vraiment l'accent sur le fait que ce soit un artisanat familial, un savoir-faire qu'on développe. Et puis le fait qu'on le fasse entre nous, ça permet aussi de pouvoir le faire évoluer plus vite. Parce que si on commence à prendre des gens de l'extérieur pour leur apprendre, ils apprennent du début, donc ça c'est moins intéressant pour nous. D'accord. Mais l'état d'esprit chez nous, c'est plus que proposer un divertissement dans nos spectacles, on veut vraiment transmettre des valeurs. Et on essaie de passer un message universel, que ce soit la valeur du beau, la valeur de la famille. Ça touche énormément les gens. Et puis la transmission. Je pense que la transmission, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Et nous, on essaye, comme c'est une valeur qui est au cœur de notre famille, on essaye aussi de partager ça avec notre public. Quand les gens ils viennent voir le spectacle, ensuite, nous, on fait un after show où on échange avec les spectateurs, on leur parle de notre travail, on voit vraiment que les gens sont intéressés par ça. Ils nous posent toujours des questions très pertinentes. Et pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir expliquer aux gens qu'on est vraiment épanouis. On a une vie de rigueur et de discipline et de sacrifice, mais par contre, on est vraiment très heureux parce que ce qu'on arrive à avoir à travers ça, c'est inestimable. Et travailler en famille, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi faire ce choix finalement? Alors, j'ai pas eu vraiment le choix parce que je suis né là-dedans, mais je me suis jamais posé la question, j'ai toujours trouvé ça formidable. Faut dire que quand j'étais tout petit, je voyais mes parents, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes sur la piste faire des numéros exceptionnels et j'avais qu'une envie, c'était de les rejoindre. Je me suis pas posé la question. En plus, je voyais s'entraîner, travailler dur. Ensuite, je voyais tout de suite la reconnaissance qu'ils avaient du public parce que donc, je voyais le début avec les entraînements, je voyais le résultat avec le spectacle. Donc en fait, j'ai tout de suite compris comment ça marchait. Et donc, je me suis entraîné dur comme eux pour pouvoir les rejoindre et être au niveau. Alors Charles Grus, au fil des années, le cirque va chercher à se réinventer et la compagnie va remettre en question son modèle pour rester, là encore, dans l'air du temps. Nous sommes en 2019. Dans un monde de la culture en crise, le cirque perd en spectateurs. La famille Grus décide alors de remettre complètement en question son modèle économique et artistique. Le spectacle sera plus court mais l'accueil plus proche des spectateurs. Désormais, le public vient passer l'ensemble de sa soirée sous le chapiteau, se restaurer et même échanger avec les artistes à l'issue de la représentation. Le spectacle lui aussi évolue. Les numéros, désormais appelés tableaux, sont accompagnés d'un orchestre et de la chanteuse Candice Paris. En redonnant un souffle nouveau à leur spectacle, les Grus vont attirer une nouvelle vague de spectateurs. Durant l'hiver 2024, ils seront près de 250 000 à venir assister à ce que l'on appelle désormais les Folies Grus. Le spectacle est aussi joué à guichet fermé tout l'été, à Béziers. Ce nouveau modèle Charles Grus avec les Folies Grus, nous sommes toujours sous chapiteau, une piste ronde de 13 mètres de diamètre, mais on ne parle plus de cirque, ce n'est plus dans vos éléments de langage. Quel est l'objectif? S'éloigner du cirque traditionnel? Alors, l'objectif principal de cette remise en question qu'on a eue il y a quelques années, en 2019, ça a été vraiment de mettre en avant notre identité artistique. Parce que on a une période assez compliquée où, entre les attentats, les gilets jaunes et notamment le Covid-19, où tous les métiers culturels ont battu un peu de l'aile. Nous, on en a profité pour remettre en question notre modèle économique, réfléchir à comment être un peu plus attrayant et proposer quelque chose de différent aux spectateurs. C'est là où on s'est dit qu'au lieu de faire des spectacles de 2h30 avec un entracte, on allait faire un spectacle plus court de 1h30, mais en proposant aux gens de dîner avant, d'avoir un after show et nous vraiment d'être où les gens sont reçus par les artistes. Donc voilà, on a réfléchi à ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais maintenant c'est un vrai succès. Ça c'est grâce à mon oncle Firmin, parce qu'en fait en 2019, Alexis Grus a laissé les rênes de la compagnie à ses 3 enfants. Donc mon père Stéphane, qui a pris la direction artistique, mon oncle Firmin, qui gère toute la partie technique et business, et ma tante Maude, qui gère la logistique des écuries. Et ça s'est passé admirablement bien.
Parce que chez nous, il y a pas de notion d'ego, tout ça. Chacun a pris a pris le poste qui lui convenait le mieux et ça s'est fait naturellement. Et ils sont parfaitement complémentaires. Et donc, il y a eu cette remise en question qui était pas évidente au départ parce qu'en fait, on ne voulait pas renier ce qu'on a toujours fait, mais on avait ce désir d'évoluer. Donc, on a pris la décision assez pragmatique d'enlever le mot cirque de nos éléments de langage, de plus s'appeler cirque Alexis Grus. Parce que aujourd'hui, il y a le cirque du soleil, c'est contemporain, il y a le cirque traditionnel. Il y a beaucoup de monde maintenant, comme il y a eu une médiatisation négative des cirques, avec les histoires des animaux sauvages et tout. Les gens ne vont plus au cirque parce qu'ils ne veulent plus voir des fauves. Et nous, en fait, on était amalgamés dans tout ça et ça nous portait préjudice. L'objectif, c'est de se démarquer, quoi. Voilà, exactement. C'est se démarquer sans pour autant faire que le mot cirque soit péjoratif. Nous, c'est nos racines, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, ça a été un choix qui a été fait. Et puis, donc maintenant, notre établissement s'appelle Les Folies Grus et nous sommes la compagnie Alexis Grus. Et la compagnie Alexis Grus, comment elle conçoit ces spectacles? Quel est le point de départ au début de la création d'un spectacle? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, la première chose qu'on fait, c'est on se rassemble toute la famille. Et mon père, qui est directeur artistique, il demande à chaque membre de la famille qu'est-ce qu'il aimerait faire dans le prochain spectacle. Donc voilà, c'est vraiment un travail collégial. Il y a des numéros qui se préparent déjà depuis plusieurs années. Parce que apprendre un numéro à cheval, des fois, ça prend 2-3 ans. Donc il y a des choses qui sont déjà prévues avec un travail en amont. Et après, on essaie aussi de se remettre en question, d'avoir des nouvelles idées. Et ce côté créatif, chez nous, c'est très stimulant. C'est un vrai moteur pour notre famille. C'est aussi ce qui fait qu'on arrive toujours à surprendre les spectateurs. Donc, nous, ça nous tient à cœur de proposer des nouveaux spectacles chaque année. Mais comment peut-on arriver à garder, je dirais, un numéro, entre guillemets, une discipline qui est à chaque fois la même ou qui peut être améliorée, mais tout en concevant un spectacle nouveau? C'est quoi? C'est un thème qui change? C'est une direction artistique? Sur chaque spectacle, il y a toujours un thème spécifique. Là, pour notre nouvelle création, comme c'est le 50e spectacle de la compagnie Alexis Grus, l'idée c'était de raconter l'histoire de la famille. Et mon père, il avait cette idée de faire une fusion avec les codes de la comédie musicale. Donc on a engagé 2 comédiens chanteurs, donc Candice Paris, la chanteuse, et Xavier Ducrot, qui est acteur. Et à travers les dialogues de ces 2 personnages, on a raconté une histoire où ils rencontrent chaque membre de la famille et avec des chansons qui ont été composées spécialement pour ce spectacle-là. On découvre chaque membre de la famille à travers les numéros qu'ils présentent. J'imagine que la musique, elle vous entraîne sur scène, elle vous pousse toujours à y entrer avec passion. La musique, ça fait partie intégrante de notre manière de travailler. On est tous musiciens dans la famille. Et l'éducation musicale, ça fait partie des choses qu'on apprend parce qu'on a vraiment ce but d'être des artistes polyvalents. On apprend à l'acrobatie, on apprend à jongler, à monter à cheval et à jouer d'un instrument de musique. Vous, par exemple Moi, je suis batteur. Donc là, maintenant, ça fait 15 ans que je joue de la batterie. Puis ça nous permet aussi de faire des choses en plus dans les spectacles et tout. Donc, c'est vraiment on a très tôt ce goût de l'effort, ce besoin d'apprendre toujours des nouvelles choses. Et donc, c'est très pratique parce que nous, ça nous permet toujours de nous remettre en question pour les spectacles et aussi de surprendre les spectateurs. 2024 restera à jamais une année importante pour la compagnie. Je vous propose, Charles Grus, que l'on revienne sur l'un des événements qui a marqué votre famille en ce début d'année. C'est la consécration pour chaque artiste de cirque. Se produire sur la piste du Festival international du cirque de Monte-Carlo et recevoir le prestigieux Clown d'Or. En ce début d'année 2024, la pression est à son comble pour la nouvelle génération Grus. À l'image de leur grand-père Alexis Grus, qui l'avait remporté en 2001, Charles et Alexandre vont tenter de repartir avec la précieuse statuette. Ils n'auront que quelques minutes pour convaincre face aux plus grands artistes du monde circassien. Accompagnés de leurs 4 chevaux,
les deux frères entrent en piste et enchaînent les figures de voltige et de jonglage à cheval. Sous le chapiteau monégasque, la prestation conquiert le cœur du public et du jury, et la famille Grus remporte la fameuse récompense. Ils restent encore aujourd'hui les seuls Français à avoir remporté l'or depuis les débuts du festival. Une réussite qui résonne avec le 50e anniversaire de la compagnie. Charles Le Grus, se produire sur la piste du festival du cirque de Monte-Carlo, recevoir un clown d'or, c'est une forme de reconnaissance de la part du monde circassien finalement. Absolument, le clown d'or, c'est équivalent à un Oscar pour un acteur. Donc c'est la récompense suprême, c'est le trophée le plus convoité pour tous les artistes de cirque du monde entier. Donc on est vraiment très très heureux d'avoir gagné ce prix. C'était pas gagné d'avance parce que la compétition était rude. On était face à des artistes extraordinaires. Donc c'est vraiment c'est un petit peu une reconnaissance pour toutes ces années de travail. Parce que en fait c'est un prix qui a été dédié pour toute la famille. Parce que c'est vrai que des familles de cirque comme nous, qui présentent des spectacles tous ensemble sur la piste, maintenant c'est très très rare. Et donc j'ai énormément de gratitude pour ce prix. Et il faut savoir qu'on est on est les seuls artistes français à avoir eu le clown d'or. Alexis Grus en a eu un en 2001, grâce à son travail équestre, et puis là c'est un deuxième. Donc en fait on continue d'écrire l'histoire de notre famille. Mais là moi je suis la 6e génération. On continue d'évoluer, de se développer. Mon objectif principal, c'est de faire prospérer cet héritage. J'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai reçu et je vais vraiment dédier ma vie pour le faire évoluer. Oui, cela prouve effectivement, en tout cas, ce clown d'or, cette récompense, que vous avez fait vos preuves auprès de la profession et du public. D'après vous, qu'est-ce qui explique ce succès ? Sans fausse modestie, nous, ce qu'on présente sur la piste avec les chevaux, c'est du très très haut niveau. Donc déjà, il y a cette reconnaissance-là au niveau de la performance et de la technicité. Et ensuite, la particularité d'un festival de cirque, c'est qu'il y a aussi tout le côté artistique qui est récompensé. Je sais que le jury il note sur la musique, sur la mise en scène, sur la performance et sur la globalité. Donc on a vraiment on a été récompensé par rapport à tout ça. Donc c'est une consécration pour notre travail. Le festival de Monte-Carlo, c'est pas on nous appelle pour le faire et on s'entraîne. C'est le résultat de des années de travail, de plusieurs générations de transmission. Et en plus, c'était un des derniers moments qu'on a partagé avec mon grand-père. Donc je sais qu'il était très fier de nous. Il n'avait pas peur de nous le dire. Donc c'est des moments très fédérateurs aussi pour la famille. Et on en reparlera dans quelques instants de votre grand-père. Dans le monde du cirque, on a une relation finalement assez proche avec le public. Les premiers spectateurs sont en bord de scène. Quelle est cette relation avec le public ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? La relation... en fait, partager des émotions avec les spectateurs, c'est le cœur de notre métier. Je pense même que c'est pour ça qu'on fait ça. Transmettre du positif. Je pense que la mission de tout homme de bien, c'est d'œuvrer pour le beau, pour la dignité. Et nous, on travaille pour ça. Moi, je reviens d'un voyage à Rome, justement, où j'ai eu la chance de rencontrer le pape. Quand on voit cette ville magnifique, on voit que la culture, c'est ce qui reste d'une civilisation ancienne. Donc, les artistes ont vraiment une place à part entière dans la société qu'il faut pas négliger. Et les gens ont besoin de voir du spectacle, ont besoin de voir des artistes. Et donc, participer à ça, c'est très important, je trouve. Faire perdurer la culture. Vous êtes en effet l'un des héritiers de la compagnie. Comment voyez-vous l'avenir ? Quel est le souffle que vous souhaitez apporter en tant que successeur ? Alors, pour l'instant, je suis encore au niveau où j'apprends tous les jours parce que je sais que plus tard, je vais reprendre les rênes de la compagnie. Donc, dans de nombreuses années, parce que je ne suis pas pressé, mais j'essaie vraiment de voir... nous, on a réussi à s'en sortir jusqu'à présent parce qu'on s'est toujours adapté. On a essayé de voir comment les gens fonctionnaient. On ne s'est jamais travesti, on a toujours été fidèle à notre manière de travailler.
mais on s'est adapté au changement parce que c'est ceux qui s'adaptent qui survivent, c'est la loi de l'évolution. Mais on a toujours eu ce bon équilibre entre garder notre tradition et faire évoluer notre travail. Donc ça va vraiment être la ligne de conduite pour les futures années. Je sais que pour l'instant, mon oncle Firmin a différents projets, notamment des endroits en fixe à Béziers et à Paris. Donc c'est des projets qui prennent énormément de temps. Donc je vais sûrement être amené à prendre le relais de ça dans plusieurs années. Mais j'apprends tous les jours. Chez nous, c'est très stimulant comme milieu parce qu'on a 50 personnes qui travaillent avec nous en permanence, que ce soit l'administration, les palefreniers, l'équipe technique. Donc ça, c'est vraiment un petit village où tout le monde travaille avec tout son cœur pour pouvoir faire marcher cette entreprise. Et donc, en plus de faire les spectacles, de gérer tout ça, c'est un vrai travail logistique et humain. Et donc, j'essaye vraiment d'essayer de comprendre comment ça marche pour pouvoir, le jour où ce sera mon tour, le faire le mieux possible. Et quelque chose qui est extraordinaire dans ma famille, c'est que j'ai eu la chance d'avoir l'exemple. Pour moi, l'exemple, c'est le meilleur moyen d'éducation qui existe. Parce qu'on a beau t'expliquer, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ou te donner des leçons. Quand je voyais mon grand-père sur la piste, présenter des numéros extraordinaires avec les chevaux, ensuite gérer son cirque d'une main de maître, s'occuper de sa famille. Je pouvais pas rêver mieux comme exemple. Ouais. Alexis Grus, un exemple pour vous. Il nous a quittés en avril dernier. Il avait reçu le fameux clown d'or du Festival de Monte-Carlo. Il avait aussi été distingué chevalier des arts et des lettres et chevalier de la Légion d'honneur. Que représente-t-il pour vous ? Tellement de choses. Je suis ému rien que d'y repenser. C'était un artiste unique au monde. Ouais, j'ai pas peur de dire c'était une légende vivante à l'époque parce que il a fait tellement que ce soit pour le cirque, c'est lui qui a fait reconnaître cet art dans le paysage culturel français. Avant, le cirque, c'était lié à l'agriculture. Lui, il a fait rentrer dans le cercle culturel. Il a créé les premières écoles de cirque. Il a su faire prospérer le savoir-faire équestre qui vient de 250 ans en arrière. Ensuite, c'est un homme de lettres. Il était très instruit. Il avait un état d'esprit extraordinaire. Donc, tous les jours, il nous expliquait sa philosophie. C'était très, très enrichissant. J'apprenais tous les jours avec lui. Et puis, il avait une façon de voir la vie, que ce soit à travers la rigueur, l'esprit de famille. Et il m'a retransmis tellement de choses que ça prendrait un deuxième podcast pour expliquer. Mais ouais, l'objectif principal de ma vie, c'est de préserver l'héritage qu'il nous a laissé et de le faire prospérer jusqu'à mon dernier souffle. Ça marche. Merci Charles Grus d'avoir livré les secrets de cette aventure, la jeunesse de la compagnie Alexis Grus. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons très bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. C'était Genèse, le podcast de la création, présenté par Oscar Chedemois.